Sans plus tarder, Aïssata Cheikh Sylla, qui est le docteur Choguel Kokala Maïga. Le docteur Choguel Kokala Maïga est né en 1958 à Tabango, cercle d'Ansongo. Il fréquente de 1978 à 1988 l'Institut de télécommunications de Moscou en ex-URSS, où il obtient le diplôme de docteur d'État en sciences techniques, spécialité télécommunications. Il occupa entre autres à la Sotelma les fonctions de coordinateur du programme national de mise en œuvre du plan, directeur des télécommunications et d'élaboration du plan directeur de radiodiffusion et télévision de la République du Mali jusqu'en 1999. De 1999 à 2000, Dr Choguel Maïga a été directeur de l'École nationale des postes et télécommunications du Mali, ENPT. Il a été également chargé de mission auprès du président directeur général de la Sotelma. De 1989 à 1991, Dr Choguel Maïga a été membre du bureau exécutif national de l'INJM. De 1993 à 1994, il est le secrétaire général de l'UDPM rénové, non reconnu par les autorités de la Troisième République. De 1993 à 1997, il a été le secrétaire général du MPR, Mouvement patriotique pour le renouveau. Depuis février 1997, le docteur Choguel Kokala Maïga est le président du MPR, dont il défendra les couleurs à l'élection présidentielle du 28 avril prochain. Merci Aïssata Cheikh Sylla. Docteur Choguel Kokala Maïga, vous avez bien voulu venir vous prêter aux questions de nos confrères de l'ensemble de la presse. Nous vous remercions pour cela. Donc la question, quel est votre projet de société quand vous serez président de la République du Mali? Je vous remercie, M. Koulibaly. Avant-hier, lors du lancement de ma campagne à Kangaba, je suis revenu sur les points clés de mon discours d'investiture, qui est en fait une profession de foi dans laquelle j'ai dit notamment que j'acceptais l'investiture de mon parti parce que, avec les militants de ce parti, je nourris une ambition pour le Mali, une ambition de puissance, une ambition de grandeur, une ambition de paix et de stabilité. J'ai expliqué ensuite que pour réaliser cette ambition, nous avons besoin de nous appuyer sur un socle solide qui, à son tour, s'incruste dans la notion de réconciliation nationale. La réconciliation nationale qui est utilisée au point qu'elle est galvaudée ne se ramène pas à régler quelques problèmes politiques du jour, ou ne se ramène pas seulement au fait que des hommes politiques forcés par les circonstances électorales se retrouvent. C'est une dimension, mais ce n'est pas ce que je vois quand je parle de réconciliation nationale. Après les événements de 1991, nous avons constaté, mes camarades et moi, que depuis 50 ans, dans notre pays, à chaque fois qu'un régime change, on impose à la nation, et ça s'accepte comme tel, on déchire et on brûle l'ensemble des pages inscrites pendant les périodes antérieures pour faire le jeu du prince du jour. Le résultat de cette approche à long terme, de notre point de vue, est que nous ne construisons pas une nation qui a ses racines plongées dans le passé, qui s'appuie sur son passé pour construire l'avenir. Parce qu'à chaque étape, ceux à qui les Maliens ont cru, ceux qu'ils adorent dans une certaine dimension,
sont traînés dans la boue parce qu'ils ont quitté le pouvoir. Et de cette façon, nous nous trouvons avec une jeunesse, une nation sans repère, en perpétuel recommencement. Et nous avons dit que pour mettre fin à ce cycle qui nous conduit dans l'inconnu, il faut avoir le courage de dire que chacun des hommes qui ont eu la chance d'assumer des responsabilités suprêmes dans notre pays à un moment donné de son histoire, comme tout humain, a commis certes des erreurs, mais ma conviction c'est que l'ensemble sont des patriotes. Ils ont aimé leur pays. Les circonstances de l'histoire et du moment ont pu imposer certains choix dont certains de nos citoyens ont été victimes. Mais globalement, ce sont des patriotes qui aiment leur pays. Un. Deuxièmement, dans leur œuvre, il s'agit pour nous de rechercher, même à la loupe, a fortiori lorsque on le voit sans avoir besoin de lunettes, tout ce qui a pu être fait de positif et durable, et nous appuyer sur cela pour reconstruire l'avenir. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je l'ai dit récemment dans un journal, que lorsque nous disons que nous nous réclamions de l'héritage de l'UDPM et du général Moussa Traoré, ceux qui sont à la tête de l'État malien aujourd'hui en sont l'illustration. La meilleure ressource d'un pays, ce sont les hommes. À la tête du Mali, nous avons un président de la République et un premier ministre, tous anciens ministres de Moussa Traoré, qui n'étaient pas obligés de les prendre. Il a décelé en eux des qualités. Parce que dans le choix des hommes, il faisait le maximum pour prendre des hommes compétents. De 91 à maintenant, à chaque fois que la nation a eu à faire face à des problèmes sérieux, on fait appel à des cadres dont le talent et les qualités ont été identifiés et reconnus et mis en exergue par le président Moussa Traoré. J'ai donné l'exemple de la CMDT qui est tombée en déconfiture et depuis 2 ans, pour remettre la CMDT sur les rails, les bailleurs de fonds et les autorités ont fait appel à qui, vous savez, 2 anciens ministres de Moussa Traoré. L'ancien ministre du Développement rural, Fanyana Makone, et l'ancien ministre des Finances, Tchena Koulibaly. Aujourd'hui, l'ensemble des officiers supérieurs qui sont les porte-étendards de l'armée nationale, ce sont précisément ces officiers que le président Moussa avait en son rang identifiés et mis au poste stratégique dans notre armée. Kafuguna Kone, le général Tchekoura Doumbia, le général Amadou Toumani Touré, j'en passe. Ça, c'est en ce qui concerne les hommes. Lorsque vous prenez les projets stratégiques de développement du Mali, qui sont systématiquement inscrits à la page 1 de la carte de visite du Mali, c'est le coton qui a créé la CMDT, qui a réorganisé la CMDT, c'est le général Moussa Traoré. La CMDT en 91 était sur une pente ascendante, 300 000 tonnes. Nous étions en train de monter lorsque le régime a chuté. La tendance a été maintenue. On parle de 500 000 tonnes. L'organisation du monde rural. On parle de l'or aujourd'hui. Le Mali est le 2e producteur et en passe d'en devenir le 3e. Les recherches fondamentales pour découvrir l'or comme produit stratégique du Mali, c'est des investissements qui ont été faits pendant 20 ans. C'est un choix stratégique qui a été fait en son temps. Nous récoltons les fruits aujourd'hui. L'indépendance d'un pays et son développement se font nécessairement à partir de l'indépendance énergétique. Aujourd'hui, 75% de l'électricité du Mali est produite par les barrages hydroélectriques. Ces barrages découlent d'une volonté politique, de décision volontariste. Le Mali s'est fait l'arbitre, l'organisateur, le négociateur pour que ces projets aient lieu. Sélengue et Manantali, en dépit des conflits qu'il y avait entre les pays. Parce que le choix était qu'à l'horizon 2002, il faut que notre pays cesse de payer du pétrole, cesse de payer du charbon, et qu'il puisse, à partir des grands fleuves qu'il a, puisse être indépendant sur le plan énergétique. Beaucoup d'hommes aujourd'hui qui sont dans les sphères de l'État, en son temps, s'étaient opposés à ces projets, parce qu'ils disaient-on, ils n'étaient pas rentables. Aujourd'hui, on cueille les fruits, mais on cueille des fruits qui sont amers, parce que l'énergie qui devait être baissée aujourd'hui,
le prix a pris l'ascenseur, ce qui est tout à fait anormal et ne correspond pas aux objectifs qui étaient fixés il y a 15-20 ans. Ça, c'est dans le domaine de l'énergie. L'école, on peut dire ce qu'on en veut. En 1968, lorsque les militaires ont pris le pouvoir, naturellement, l'un des corps les plus organisés auxquels ils ont eu à faire face, c'est le corps des enseignants, qui militait majoritairement dans l'Union soudanaise RDA. C'est l'un des corps qui a rejeté tout de suite le régime militaire. Et naturellement, vous savez, dans les luttes pour le pouvoir, et on l'a vu en 1997 ici, lorsque le pouvoir en place était menacé, il a violé la bourse du travail, il a violé les domiciles, il a violé les centres scolaires. Ça veut dire que lorsque le pouvoir est en jeu, surtout dans les années 70, il y a des dérives qu'on ne peut pas justifier ni défendre, mais qui peuvent arriver. Dans ce conflit pour le pouvoir, pour le renversement ou la conservation du pouvoir, il y a pu y avoir des dérives dans les milieux des enseignants, dans les milieux de l'opposition au régime. Mais je dis là encore, et je l'ai répété récemment à des journalistes sénégalais, que Moussa Traoré n'en a pas le monopole. J'ai dit à des Sénégalais ici que Senghor a mis des hommes en prison, certains en sont morts. Vous faites la fête, certains en sont morts. Donc Moussa Traoré n'en a pas le monopole. Ça ne peut pas être le seul critère de son jugement. Encore que des hommes viennent à la télévision au Mali aujourd'hui pour dire oui, en 69, nous avons voulu renverser le régime militaire parce que nous n'en voulions pas. Mais dans les années 68, 70, dans les autres pays, quand vous fomentez un coup d'État, vous perdez. Ce qui vous attend, ce n'est pas des jugements à 20 ans de prison. Le Mali est le seul pays dirigé par un régime militaire où il n'y a pas eu d'exécution sommaire. Tous les coups d'État, vrais ou faux, parce qu'en réalité, concernant les coups d'État en Afrique, il ne faut pas se faire l'avocat du diable. On ne connaît pas tout ce qui se cache derrière ces coups d'État. Mais vrai ou faux, c'est des exécutions sommaires. Tous les coups d'État au Mali, les auteurs de ces coups d'État ont été jugés. Certains ont eu 20 ans de travaux forcés, 10 ans et d'autres. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que certains acteurs des coups d'État disent aujourd'hui, vous avez vu à la télévision, il y a des émissions qui ont passé, oui, on voulait renverser le régime. Oui, on n'était pas d'accord avec la chute du régime socialiste. Mais il faut s'interroger. Si ils avaient réussi, où allait être Moussa Traoré? Un. Deuxièmement, est-ce qu'ils peuvent se mettre à la place de Moussa Traoré, eux, à la place, disons, du peuple malien? Dans son écrasante majorité, qu'est-ce qu'ils pensaient en 1968? Les archives de l'ORTM sont là, ils en font foi. En 1968, il n'y avait pas d'association ni d'organisation pour mobiliser les Maliens. Des mois durant, les gens étaient dans la ville. Mais les dérives qu'il y a eu après, la gestion des normes, les erreurs de gestion, la nature du régime, ne peuvent pas nous amener, nous, à dire que rien de positif n'a été fait. Ça ne peut pas non plus nous amener, par extension, à dire que les erreurs qu'il y a eu sous l'Union soudanaise et RDA doivent nous conduire à dire que Modibo n'était pas un patriote. Celui qui nous le dit n'est pas honnête intellectuellement. Voilà notre philosophie concernant la réconciliation nationale. Et j'ai dit, je le répéterai pendant la campagne, notre pays a besoin d'assumer son histoire, a besoin de lire son histoire pour identifier tout ce qu'il y a de positif, l'ajouter un à un, et c'est sur ça que nous faisons le fondement pour reconstruire une nouvelle nation. Ce n'est pas en recommençant chaque fois, en faisant perdre aux jeunes leur repère. Tout homme auquel on a cru à un moment donné, on l'arrête, on l'humilie, on le traîne dans la boue. Et j'ai dit pour terminer que toutes les figures historiques du peuple malien que nous avons connues, Mamadou Konaté, Filidabo Sissoko, Modibo Keïta, Moussa Traoré, les chefs militaires qui ont perdu la vie pendant les différents conflits doivent faire l'objet d'une réhabilitation sans équivoque et multidimensionnelle pour que tous ceux qui se réclament d'eux puissent se reconnaître et être à l'aise dans les débats. Qu'on n'évoque pas leur mémoire uniquement à l'occasion des décès, des cérémonies de décès ou quand des hommes politiques en ont besoin. Voilà la réconciliation nationale, comme je voulais l'expliquer. Je reviendrai sur le reste du développement quand les questions vont venir, j'en aurai l'occasion. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. Voilà. Donc, votre intervention a suscité un intérêt particulier. Donc, le président Sadou va procéder au dispatching, quoi. Bon,
Merci, Dr Maïga. Nous allons donner la parole à la salle pour poser 2 ou 3 questions parce que le candidat a empiété beaucoup sur le temps des journalistes. Oui, Karim Traoré. Merci bien, Monsieur le Président. Monsieur le candidat, Karim Traoré, journaliste à Radio Liberté. De régime en régime, l'économie malienne a été toujours considérée comme catastrophique. Et vous avez connu l'économie malienne. Si je dis vous, vous êtes fait entourer par des anciens dignitaires. Et présentement, vous comptez revenir au pouvoir. L'économie malienne est chapeautée actuellement par une corruption, une délinquance financière. Le rapport de la Banque mondiale récent a fait ressortir une fuite de 40 milliards ou à peu près. Alors, pour un développement durable, par quelle option allez-vous commencer pour lutter contre cette corruption? Et par la suite, si vous pouvez nous faire une sorte de parallèle entre cette lutte et l'application de la loi portant sur le marché gré à gré. Je vous remercie. Oui. Bien. Rapidement, l'économie malienne, elle n'est pas catastrophique. Mon intime conviction, c'est que nous avons beaucoup de ressources. Il s'agit de créer, à l'issue d'une bonne politique de réconciliation nationale, une synergie des énergies pour créer une dynamique et faire en sorte que sur une certaine période de l'histoire, l'ensemble des ressources de notre pays puissent être orientées pour faire face à des défis que nous identifions à des moments précis. C'est ainsi que la question de l'autosuffisance alimentaire a été réglée. La question de l'indépendance énergétique au Mali de notre pays est réglée. Il s'agit aujourd'hui de préparer le Mali pour le mettre dans le 3e millénaire, faire face aux questions de l'heure, la mondialisation et autres. Pour ce faire, ce n'est pas compliqué, il faut remettre les Maliens au travail. Les remettre aux Maliens au travail en créant les conditions politiques, psychologiques, institutionnelles, pour que chacun travaille et qu'il vive du fruit de son travail. Ce qui est tout à fait antinomique de cette politique de tape à l'œil, de cocaguet, de lutte anticorruption, où on faisait danser les gens dans la rue en 91, pendant qu'on faisait le cocaguet, les gens dansaient, on faisait disparaître les dossiers de la commission de lutte contre l'enrichissement illicite, qui étaient établis sous l'UDPM. Si on voulait faire le cocaguet, c'était simple, le régime a chuté. On dit qu'il est corrompu. Prenez les dossiers, interpellez les gens un à un. Au lieu de cela, on a mis les dossiers à côté et on mettait les étudiants dans la rue. Et des cadres véreux que nous connaissons ont été promis à des postes de responsabilité précisément pour régler leurs comptes avec les anciens dignitaires. Après la Troisième République est venue, cocaguet ont dansé, les élèves dansaient, les chômeurs dansaient, les partants volontaires à la retraite dansaient. Qu'est-ce qu'on fait? Un pays qui est en guerre, on met les militaires à retraite anticipée. Un pays qui a des problèmes d'école, on met les enseignants à retraite anticipée. Où est-ce que vous avez vu ça? Pour ensuite recruter d'autres. Voilà les choses qui m'ont personnellement révolté lorsqu'on faisait danser les gens dans la rue. Et les questions essentielles de notre peuple qui intéressent la vie du Mali ont été mises à côté. Et c'est pour cela que je vous dirais que la question des marchés de gré à gré, le fait de faire sauter le plafond à partir duquel on ne peut pas faire un marché sans faire appel d'offres. Quand ça a été fait, mais les autres étaient surpris, mais nous n'étions pas surpris parce que nous suivions la logique, le comportement des gens. Pendant que la grande masse était dans la rue, il y en a des gens qui faisaient ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, c'est très simple. Hein? Il y a des règlements, il y a des principes, il y a des institutions chargées de réprimer la corruption. Il suffit que ces institutions soient mises en marche, que ça fonctionne et que l'État donne l'exemple. On ne paralyse pas toutes ces institutions et venir dire que les gens font la corruption ou l'organiser et l'institutionnaliser à partir de la loi. Ce n'est pas normal. Ceux qui n'ont pas posé encore des questions, Takiou. Ah, oui. Merci le Président
Je rappelle aux candidats que quand la question est posée, vous pouvez donner une réponse rapide, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à vous. On va répondre à l'américaine. Merci le Président. Shahana Takiyo, journal L'Indépendant. Monsieur le Président, pour ma part, je retiens que la question de Ibrahim Famagan Koulibaly, qui est la question introductive, n'a pas été répondue, du moins bien répondue. C'est pourquoi vous me permettez de revenir sur ça, parce que j'ai constaté que vous avez tenté de faire un parallèle entre le régime de faim, celui de la Troisième République et le régime qui l'a précédé, pour pouvoir dire que le régime de faim a travaillé malgré ses faiblesses, ceci, cela, alors qu'aujourd'hui, il est bien connu de tout le monde que vous n'allez pas convaincre le grand monde en disant que ce régime-là a mieux fait que celui qui l'a précédé ou la Troisième République. Le débat n'est pas à ce niveau, Monsieur le Président, mais je voudrais vous demander, encore une fois, parce qu'on parle de projet de société, ce que le MPR propose au Mali. Quel type de société le MPR propose pour le Mali? Les grandes orientations vraiment de ce projet de société. On sait que le temps que vous avez ne vous permet pas de rentrer dans les grandes orientations de la société nouvelle que vous proposez pour le Mali. Merci. Bien. Effectivement, vous savez que j'ai une difficulté par rapport aux autres candidats parce qu'en réalité, je me bats contre tous sur un plan précis, mais je vais le continuer parce que je suis sûr que le temps et le peuple me donneront raison. J'étais obligé de revenir sur ça. Déchirer et brûler les pages de l'histoire du Mali, nous sommes contre, nous y opposons, et c'est pourquoi je parlais de réconciliation nationale. Deuxièmement, nous avons dit dans notre discours d'investiture que notre peuple a un fonds consensuel. J'ai suffisamment voyagé dans le Mali, je le connais. Quand vous parlez aux gens, vous venez quelque part, vous voulez régler un problème, on écoute tout le monde d'abord, on trouve le juste milieu. Ce n'est pas l'unanimité. Et nous avons dit que la démocratie qu'on construit chez nous, elle doit plonger ses racines dans le fonds consensuel de notre peuple. Ça, c'est le plan institutionnel. Nous avons parlé de libéralisme. Au MPR, nous disons que le libéralisme ne nous vient pas d'Occident. Depuis l'Empire manding, on dit, les Bamanas, ça, ils se savent, Chikalauka Chike, Djagokalauka Djagoke. Je peux continuer. Ça veut dire que chacun fait son travail. Les militaires font la guerre, les pêcheurs font la pêche, les éleveurs font l'élevage. Et notre société, fondamentalement, a été battue sur ce qu'on appelle aujourd'hui le libéralisme. Et donc nous avons dit que nous projetons de construire une société libérale, une démocratie consensuelle. Et c'est ce que nous avons défini à notre congrès comme le libéralisme consensuel. Je ne crois pas à l'ancrage de la démocratie en Afrique dans les prochaines années pour longtemps à partir des votes mécaniques. J'ai 51%, tu as 49%, je t'exclus du débat parce que j'applique les recettes qu'on fait aux États-Unis en France. Pour l'instant, il faut rechercher systématiquement le consensus aussi longtemps qu'il faut pour prendre les grandes orientations pour qu'on n'échange pas à l'issue des changements de régime. Le libéralisme consensuel. Et j'ai dit que c'est justement pourquoi je parlais de créer les énergies, pour qu'on évite de passer le temps dans les débats sur le passé, parce qu'une fois qu'on l'aura vidé, ça ne nous intéressera plus. Et j'avais expliqué que nous sommes prêts à toutes les lectures possibles de l'histoire de notre pays. Toutes les vérités, que tous les tabous tombent, notamment qu'on fasse la lumière sur les circonstances de la mort de Modibo, qu'on fasse la lumière sur les circonstances de la mort de Fildabo Sissoko, qu'on fasse la lumière entière sur la mort de Cabral, et qu'on en finisse, que des hommes politiques en mal d'inspiration ne viennent pas à chaque occasion de leur anniversaire pour nous polluer l'atmosphère, au point où on sort des gens de prison pour leur donner le micro le jour de la mort de Cabral pour venir insulter Moussa Traoré. Je m'excuse du terme, parce que j'appelle ça un escroc. Un élu qui comprend en flagrant délit en train de falsifier des papiers d'état civil, qu'on met en prison et qu'on sorte à la veille d'un anniversaire tout simplement parce qu'il a été militant de l'UNEM pour venir insulter Moussa Traoré. Qu'on fasse la lumière, comme Cabral a été dénoncé
arrêté, torturé, mort, où est sa tombe? La même chose pour Philidabo Sissoko. La même chose pour Modibo Keïta. Après 91, certains ont dit que toute la vérité n'a pas été dite. Qu'on dise toute la vérité et qu'on tourne la page. En ce moment, chacun se battra avec ses idées à lui. Et non pas dire j'ai été compagnon de tel et tel. On ne sait même pas s'il était compagnon. Je sais, je le dis, je sais en toute connaissance de cause, vous déclassifiez les archives de la sécurité d'État. Il y a des gens qui s'agitent aujourd'hui pour jeter des compagnons de Cabral, c'était des indicateurs. Je sais de quoi je parle. Voilà ce que je voulais vous dire. La question suivante, s'il vous plaît. Voilà, chers confrères, vous savez, c'est extrêmement important. Mais il y a d'autres candidats qui attendent. Donc nous allons vous laisser sur votre faim, comme on le dit. Et donc c'est fini? On peut aller? Oui. Nous remercions très sincèrement le docteur Choguel Kokala Maïga. Et je rappelle également que notre consoeur, Fatoumata Maïga, qui est là, c'est son mari. Et Fatoumata Maïga est la secrétaire générale de l'ODEP. Donc, c'est le lieu également vraiment de rendre hommage à notre consoeur, qui est l'épouse du chef de l'État. Bon, vous pouvez dire le dernier mot pour partir. Ça, c'est parce qu'on est de l'ODEP. Vous savez, les derniers mots, vraiment, c'est pour encore remercier la presse, parce que, vous savez, plus que tout autre parti politique, le MPR a survécu, c'est vrai, grâce au courage de ses militants, mais grâce à la presse. Même ceux qui étaient contre nous, le simple fait de nous attaquer, ça nous faisait qu'on était présents tous les jours dans les kiosques. Et aujourd'hui, je crois qu'on peut dire merci à la presse et je vous félicite de continuer dans cette voie. En tout cas, nous ferons tout ce qui est de notre devoir pour continuer à vous faire réussir. Et aucun journaliste, d'ailleurs, vous pouvez le témoigner, ne m'a jamais vu chercher à l'attaquer ou lui faire le visage renfrogné parce qu'il m'a attaqué dans un journal. Bien au contraire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Voilà, l'épouse du chef de l'État, maintenant on peut vous libérer. Merci. Merci. Voilà.